Le jour où mon fils m'a interdite à son mariage fut le jour où j'ai finalement compris que l'amour maternel avait ses limites. Veuillez vous abonner à cette chaîne si cette histoire vous touche, votre soutien permet de partager ces récits qui résonnent dans le cœur de tant de familles françaises. Mais laissez-moi reprendre 3 mois plus tôt, quand je pensais encore que la maladie était mon seul ennemi. Le diagnostic était tombé comme un couperet un mardi matin de février. Cancer du pancréas, stade avancé. 6 mois, peut-être 8 si j'avais de la chance, avait murmuré le docteur Moreau en évitant mon regard. Ces mots flottaient dans l'air stérilisé de son cabinet comme des feuilles mortes dans le vent d'automne. À 68 ans, j'avais survécu à la mort de mon mari, à des décennies de solitude, à la construction patiente d'un petit empire immobilier que personne ne soupçonnait. Mais cette nouvelle changeait tout. Mon premier réflexe avait été d'appeler Julien. Mon fils unique, ma fierté, celui pour qui j'avais économisé chaque centime, reporté chaque plaisir, sacrifié chaque rêve personnel. Sa voix au téléphone semblait distante, préoccupée. « Maman, je ne peux pas parler maintenant, Céline et moi sommes en pleine organisation du mariage. On se voit bientôt, d'accord ?» Le mariage. Leur union prévue pour juin dans le château des Rosiers, cette propriété du XVIIe siècle que j'avais secrètement rachetée l'année précédente par l'intermédiaire d'une société écran. Ironie du sort, il payait une fortune pour louer ce qui m'appartenait déjà, sans le savoir. Les semaines qui suivirent furent un balai étrange entre les séances de chimiothérapie et les préparatifs d'un événement auquel je brûlais d'assister. Chaque injection intraveineuse me rapprochait peut-être de la fin, mais aussi du jour où je verrais mon Julien épouser cette femme qu'il aimait. Céline Dubois, 32 ans, avocate d'affaires dans un cabinet parisien prestigieux. Belle, ambitieuse, avec ce regard calculateur que j'avais appris à reconnaître chez les gens qui voient la vie comme une transaction. Le jour où tout bascula, je me rendais chez Julien pour lui apporter les faire-part que j'avais fait imprimer à mes frais chez Lachance, le meilleur imprimeur de Lyon. Un geste maternel, pensais-je. Un dernier cadeau avant que la maladie ne me rende peut-être moins présentable. Je montais les escaliers de leur appartement haussmannien, autre propriété que je possédais et leur louais à prix symbolique, quand j'entendis ma propre voix mentionnée derrière la porte. Je m'arrêtai net, la main sur la poignée en bronze que j'avais fait restaurer l'été dernier. « Ta mère ne peut pas venir au mariage, Julien. Tu l'as vue dernièrement ? Elle a l'air d'un spectre avec ses traitements. Les photos seront ratées, et tous nos invités. » La voix de Céline portait cette autorité froide qu'elle devait utiliser dans ses négociations. Mais Céline, c'est ma mère. Elle a organisé ma vie entière autour de ce moment. Justement, il est temps qu'elle comprenne que tu as grandi. Et puis, regarde les choses en face, elle n'en a plus pour longtemps. Autant qu'elle garde un dernier souvenir décent de toi plutôt que de gâcher notre jour parfait. Le silence qui suivit dura une éternité. J'attendais, j'espérais entendre mon fils me défendre, élever la voix, claquer la porte peut-être. Au lieu de cela, sa réponse me transperça comme une lame glacée. « Tu as raison. Je vais lui expliquer délicatement. On pourra toujours lui montrer les photos après. » Mes jambes flanchèrent. Je me cramponnai à la rampe d'escalier, cette rampe en fer forgé que j'avais fait rénover quand Julien avait emménagé ici. Chaque détail de cet immeuble, chaque pierre, chaque moulure, je les avais restaurés avec amour en pensant à son confort. Et maintenant, j'étais devenu un embarras, un détail disgracieux à évacuer de leur conte de fées. Je redescendis les marches sans bruit, mes faire-part serrés contre ma poitrine comme un bouclier dérisoire. Dans la rue, Paris continuait sa course indifférente. Les passants me frôlaient sans me voir, comme si mon fils avait déjà accompli sa prophétie, comme si j'étais déjà devenu invisible. Ce soir-là, dans ma maison de Neuilly que j'avais payée cash 30 ans plus tôt, je sortis tous les dossiers de mon coffre-fort. Actes de propriété, contrats de location, comptes bancaires offshore, actions, obligations. 40 années de travail acharné, d'investissement judicieux, de privation silencieuse. Tout cela pour lui, pour nous, pour cette famille que je croyais construire pierre après pierre. Le lendemain,
J'appelais Marguerite Leroy, mon amie d'enfance et accessoirement la meilleure notaire de l'arrondissement. Nous nous étions connus sur les bancs du lycée Sainte-Marie, et elle avait suivi ma transformation d'institutrice modeste en investisseuse discrète mais redoutable. Marguerite, j'ai besoin de refaire mon testament. Complètement. Sa voix au téléphone trahissait sa surprise. Marie-Claire, tout va bien? Tu sembles? Tout va parfaitement bien. Pour la première fois depuis des mois, en fait. 2 jours plus tard, je me trouvais dans son étude feutrée de la rue Saint-Honoré. Les meubles en acajou, les reliures de cuir, l'odeur de l'encre et du parchemin, tout respirait la permanence, la gravité des décisions qui changent le cours d'une vie. Tu es sûre de toi, Marie-Claire? C'est un patrimoine considérable. Je regardais par la fenêtre les passants qui déambulaient sur les champs, inconscients des drames qui se jouent dans l'intimité des notaires. Plus sûr que jamais. La Fondation Simone Veil pour l'accompagnement des femmes âgées. Tout. Jusqu'au dernier centime. Marguerite griffonna quelques notes, puis leva les yeux. Et pour Julien? Julien héritera de ses choix. C'est déjà plus qu'il ne mérite. Les semaines précédant le mariage furent surréalistes. Mon fils m'appelait de temps en temps, sa voix emplie d'une fausse bienveillance qui me révulsait. « Maman, tu comprends? Avec ton traitement et ta fatigue, ce ne serait pas raisonnable que tu viennes. Tu pourras regarder les photos, on fera une petite fête privée plus tard. » J'acquiesçais avec une douceur qui m'étonnait moi-même. « Bien sûr, mon chéri, tu as raison, c'est plus sage. » Mais chaque soir, j'ouvrais l'enveloppe que Marguerite m'avait remise. 2 lettres. L'une pour Julien, l'autre pour Céline. Des mots pesés, ciselés, sans colère mais d'une clarté impitoyable. La vérité, enfin, après tant d'années de mensonges par omission. Le 15 juin arriva avec cette lumière dorée particulière au matin de mariage. Je me levai avant l'aube et choisis ma tenue avec un soin méticuleux. Rien d'ostentatoire. Un tailleur bleu marine discret, un chapeau à voilette, des bijoux simples. L'élégance de l'effacement, pourrais-je dire. Le château des Rosiers était magnifique sous le soleil matinal. Mes rosiers, car oui, j'avais personnellement choisi chaque variété plantée dans ces jardins, embaumaient l'air de leurs parfums mêlés. Les invités arrivaient par petits groupes, tous ces gens que j'avais côtoyés lors des anniversaires de Julien, qui m'avaient serré dans leurs bras en me disant combien j'avais un fils merveilleux. Je pris place au fond de la chapelle, anonyme parmi les connaissances lointaines. Personne ne me reconnut, les traitements avaient effectivement changé mon apparence, mais pas au point de me rendre méconnaissable. Non, j'étais simplement devenue ce que j'avais toujours été pour eux, transparente. La cérémonie fut d'une beauté parfaite. Julien, si beau dans son smoking, attendait à l'autel avec cette nervosité touchante des jeunes mariés. Quand Céline remonta l'allée au bras de son père, dans sa robe de dentelle de Calais à 20 000 €, je ne pus m'empêcher de penser que j'aurais pu payer cette robe sans sourciller. Que j'avais payé, d'une certaine manière, en finançant discrètement tant d'aspects de leur vie commune. Ils échangèrent leurs vœux avec cette ferveur des commencements. Je les écoutais se promettre fidélité, soutien mutuel, amour éternel, et je me demandais s'ils comprenaient vraiment la portée de ces mots. Si Julien réalisait qu'il venait de promettre à une autre femme ce qu'il n'avait jamais su donner à celle qu'il avait mis au monde. Après la cérémonie, pendant que les invités se dispersaient pour les photos, je fis discrètement signe à Marguerite. Elle se faufila élégamment entre les groupes et glissa les 2 enveloppes Kraft dans son sac à main. Le plan était simple. Elle attendrait la fin du vin d'honneur, quand l'euphorie serait à son comble, pour les remettre aux jeunes mariés. Je restai pour le cocktail, sirotant une coupe de champagne, mon champagne, puisque j'avais fourni les caisses de Krug millésimées, en observant mon fils rayonner de bonheur. Il riait, embrassait sa nouvelle épouse, recevait les félicitations avec cette grâce naturelle que je lui avais toujours connue. Un instant, j'eus presque des regrets. Presque. Puis je vis Céline écarter d'un geste impatient une vieille dame qui tentait de l'aborder pour la féliciter. Madame Dubois, la grand-mère de Julien du côté paternel,
86 ans et des mains qui tremblaient légèrement. Le même regard de dégoût, la même cruauté désinvolte que lorsqu'elle parlait de moi. Non, je n'avais aucun regret. À 17 heures, je donnai le signal convenu à Marguerite. Elle s'approcha du couple qui posait devant le grand escalier de pierre et leur tendit les enveloppes avec un sourire professionnel. De la part d'une admiratrice, dit-elle simplement. Je les observai de loin ouvrir simultanément leurs lettres. D'abord l'incompréhension sur leur visage. Puis la stupeur. Julien devint livide en découvrant le Nouveau Testament. Sa main tremblait si fort que le papier bruissait dans l'air tiède. Céline, elle, lisait sa propre lettre avec une concentration féroce, ses lèvres se pinçant davantage à chaque ligne. La lettre de Julien était simple. « Mon fils, j'ai découvert que l'amour maternel avait ses limites le jour où tu as décidé que ma présence ternirait ton bonheur. Puisque mon apparence t'embarrasse, puisque ma maladie dérange ton esthétique, je t'offre quelque chose de plus précieux que mon héritage. Ta liberté. Liberté de ne plus jamais avoir à supporter ma présence, liberté de construire ta vie sans le poids de ma générosité cachée. Les biens que tu croyais hériter financeront l'accompagnement de femmes âgées abandonnées par leurs propres enfants. Ironie du sort, n'est-ce pas? Celle de Céline était plus directe. Madame, félicitations pour votre mariage. J'espère que l'homme que vous avez épousé vous comblera de bonheur, car il ne vous comblera certainement pas de richesse. Le fils pauvre que vous venez d'épouser le restera. Puisse cette leçon vous apprendre que l'amour ne se marchande pas, contrairement à ce que votre attitude suggère. Je vis Céline froisser sa lettre et la jeter aux pieds de Julien. Elle lui arracha l'alliance de ses mains et la lança dans les rosiers avant de partir en courant vers le parking, sa robe de princesse souillée par la terre des allées. Quelques invités tentaient de comprendre, mais Julien restait pétrifié, le testament à la main. Il leva enfin les yeux et scruta l'assemblée, cherchant sans doute l'expéditrice de ces missives explosives. Nos regards se croisèrent une fraction de seconde à travers la foule. Je vis dans ses yeux la reconnaissance, la compréhension, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Je tournai les talons et marchai calmement vers ma voiture. Derrière moi, j'entendais les murmures confus des invités, peut-être la voix de Julien qui m'appelait. Mais je ne me retournai pas. Pour la première fois depuis sa naissance, je refusai de répondre à son appel. 3 mois plus tard, contre toute attente médicale, mes analyses révélèrent une rémission inexpliquée. Le cancer reculait, mes forces revenaient. Le docteur Moreau parlait de miracle, moi je préférais parler de libération. Comme si le poids du mensonge et de la déception familiale avait nourri ma maladie plus sûrement qu'aucune cellule cancéreuse. J'achetai une petite maison face à la mer, dans un village de pêcheurs près de Collioure. Rien d'ostentatoire, juste assez pour une femme seule qui voulait entendre les vagues et sentir le sel sur sa peau. Mes anciens biens parisiens furent vendus discrètement, leurs revenus alimentant la fondation que j'avais créée. Parfois, en regardant le soleil se coucher sur la Méditerranée, je pense à Julien. J'ai appris par Marguerite qu'il avait tenté de me contacter, qu'il avait même engagé un détective privé. Mais Marie-Claire Moreau avait disparu avec ses secrets et ses déceptions. Il ne restait qu'une vieille dame anonyme qui nourrissait les chats errants et aidait ses voisins à porter leurs courses. La fondation prospère. Chaque mois, je reçois des lettres de femmes âgées qui ont retrouvé dignité et espoir grâce au programme d'accompagnement. Leurs mots valent tous les « je t'aime maman » que Julien ne prononcera plus jamais. Hier, j'ai appris qu'il s'était remarié. Une femme plus simple, dit-on, qu'il aime pour ce qu'il était, non pour ce qu'elle croyait qu'il possédait. Peut-être a-t-il enfin compris quelque chose à l'amour véritable. Peut-être pas. Moi, j'ai appris que l'amour maternel n'était pas une condamnation à perpétuité. Qu'on pouvait aimer son enfant tout en refusant de cautionner ses choix cruels. Que la plus belle façon d'honorer l'amour, parfois, c'est de savoir quand il est temps de le laisser partir. Le soleil se lève sur ma nouvelle vie, et pour la première fois depuis 68 ans, je n'attends plus rien de personne. C'est la plus belle des libertés.